Coucou toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes qui va t'aider à faire face aux difficultés de ta vie. Au micro, c'est Laure, future psychologue et psychocoach qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. Dans l'épisode du jour, tu vas retrouver Ellie, ex-travailleuse du sexe et podcasteuse qui est host du podcast Cœur de Micho. Cet épisode est la seconde partie de notre interview. Donc si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite de ce pas à le faire. C'est l'épisode 24, l'épisode juste avant. Et tu pourras revenir ici juste après. Dans cette deuxième partie de conversation, Ellie continue à nous expliquer comment son expérience de travailleuse du sexe lui a fait découvrir énormément de choses sur ses propres dynamiques relationnelles et sur la sexualité des femmes. Ces connaissances révolutionnaires, Ellie a décidé de les partager à travers ses ateliers Love qu'elle anime et dont elle va nous parler aujourd'hui. Avant ça, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois, sur les schémas de personnalité tels que définis par le psychologue Jeffrey Young, et Ellie nous parlait d'un schéma spécifique qui l'empêchait de demander de l'aide aux autres. Voyons voir où elle en est avec ça aujourd'hui. Allez, place à Ellie. Et du coup, par rapport à ce que tu exprimais toi sur ce schéma-là d'indépendance, je pensais du coup quand tu expliquais un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cette expérience-là, à ce moment-là, du coup, t'acceptais l'aide des autres. Dans ce contexte-là, t'étais OK Mm. d'avoir l'aide de la confrérie. Ouais, oui, mais du coup, il y avait un côté. Alors, il y avait énormément. La majeure partie, c'était des femmes. Mm. Donc, je pense qu'il y a un rapport aussi de ce côté-là mais enfin, c'est un truc que j'ai constaté, c'est que ces schémas-là, ils s'exprimaient pas de la même manière suivant les endroits où j'étais, le type de relation où j'étais, si c'était professionnel, familial, si c'était avec des mecs ou pas, avec des gens plus âgés que moi, plus jeunes que moi. Il y a une espèce de... Moi, par exemple, en fait, ce schéma d'hyper-indépendance, il vient du fait que quand j'étais enfant, mes parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais que je me sentais pas soutenue par eux. Je me Mm. sentais pas protégée par eux. Par contre, dans ma fratrie, il y avait des alliances super fortes. Donc cette hyper-indépendance, je peux la développer dans des endroits à certains moments. Et à d'autres endroits, je vais me sentir plus en sécurité, que je vais pas être lâchée, que je vais pas être. Donc je pense que effectivement, dans des relations plus horizontales, j'ai un peu moins de mal. C'est moins difficile de pas rentrer dans cet automatisme. Mais du coup, c'est vrai, c'est ce truc. Moi, je trouve ça trop intéressant. Comment on va avoir des comportements qui sont propres au couple et qu'on n'a pas à l'extérieur du Mm. couple. J'ai une amie, par exemple, qui était. Je trouve ça. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire de me rendre compte de ça. Il y a une technique de michetonneuse qui s'appelle le petit poussé. Et le petit poussé, c'est une façon d'obtenir de l'aide, en fait. Les michetonneuses, elles l'utilisent pour que le gars qu'elles fréquentent leur file des thunes, des trucs comme ça. Et c'est très codifié. Vraiment, il y Mm. a des étapes. Première étape, on dit ça. Deuxième étape, machin, etc. Et quand je vois tout ce truc-là, je réalise que j'ai une de mes amies qui passe son temps à me faire des petits poussés. Mais elle sait pas que c'est un petit poussé. En fait, Mm. elle le fait spontanément parce qu'en fait, cette structure-là, c'est juste le mode d'emploi pour partager avec des gens sur qui tu comptes les choses que tu traverses, autant les choses cool que les choses difficiles. Ce qui est pas ouf non plus, tu vois. Enfin, genre juste, normalement, une personne équilibrée, elle est capable quand elle est avec ses amis de parler autant des trucs qui sont chouettes que des trucs qui sont moins chouettes. Donc je me dis, bon, elle est à l'aise de parler de ses soucis, et quand je lui propose de l'aider, elle est à l'aise de recevoir mon aide. Et elle était en couple avec un mec, franchement, elle me racontait les trucs, je dis, mais ça se voit, ce gars-là, c'est du matériel à michto, enfin, le gars aime faire des cadeaux, il aime être là pour les gens, etc. Donc, enfin, genre, juste, tu sors d'une relation où le gars était jamais là pour toi, peut-être que là, c'est le moment de te détendre un peu, tu vois. Donc, elle me dit, ouais, non, je sais pas, j'en sais rien. Je dis, bah, écoute, fais-lui un petit poussé. Donc, on bosse ensemble un petit poussé. Et puis, elle revient en disant, ça n'a pas marché. Et je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit quoi? Et elle me redécrit la scène. Donc, elle me redécrit tout le début du petit poussé. Et juste à la fin, il y a un élément qui est super important. Elle l'a remplacé par un tchou. Elle a dit au gars, blablabla, et je vais m'en occuper moi-même. Tchou. En mode genre, ne t'occupe surtout pas de moi. Enfin, genre vraiment, elle a coupé le chemin, tu vois, en mode genre, tu ne peux pas rentrer dans cet espace pour me venir en aide et je vais te dire ce qu'il faut pour qu'à la fin du petit poussé, tu le fasses pas, quoi.
Et, euh, et c'est ça que je trouvais dingue parce que c'était pas une nana qui manquait d'estime d'elle, de confiance en elle, mais dans le couple, elle avait une dynamique où elle ne pouvait pas être à l'aise que quelqu'un soit là pour elle. Donc, je veux pas dire que son gars précédent était un mec en or et qu'en fait, c'est juste elle qui l'a empêché d'être là pour lui et pour elle, tu vois, il aurait suffi qu'elle fasse des petits poussés pour que sa relation précédente soit plus cool. C'est pas ça que je veux dire. Les gars aussi, ils ont été conditionnés d'une certaine manière. Je vais pas nier ce fait-là. Mais il y avait une part du problème qui venait de ces conditionnements, de ces schémas, de ces sabotages, etc. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé stupéfiant de dire, d'accord, les gars, ils peuvent effectivement, eux, ils ont été dressés à être un peu égoïstes, en fait. C'est, oui, ok. Bon, généralement, il y a certains gars qui le sont moins que d'autres, plus que d'autres. Bien sûr, c'est toujours ce spectre, hein. On n'est jamais, c'est jamais monolithique, mais effectivement, qu'ils ont été plus encouragés à un peu penser à leur gueule, quoi. Mais quand nous, on retire notre part du truc, bah, ce qui se passe en face, c'est hyper intéressant. Et il y a des cas de figure, il y a des gars qui sont trop égoïstes pour que le truc puisse être équilibré. Et c'est pas grave, en fait. Bien sûr qu'il y a des gars qui sont dans un extrême aussi de l'égoïsme, comme il y a des meufs qui sont dans un extrême de l'abnégation. Mais quand nous, on va juste stopper notre stratégie de toujours donner trop, tout le temps, en mode genre, faut que je fasse passer les besoins des autres avant les miens, Mm. tout le temps, c'est comme ça que je vais être aimée. Quand on arrête de faire ce truc-là, c'est plus le même équilibre, quoi. Ça se passe très différemment. Et Mm. je trouve ça très intéressant de voir comment le couple cristallise des trucs très particuliers. Ouais, parce que les relations, elles se construisent sur une dynamique particulière. Et à partir du moment où, comme si en fait chacun avait un peu un rôle finalement. Et du coup, à Ouais, partir du moment où il y a une personne qui va dériver un peu sur quoi ça a été construit, bah, du coup, ça change la dynamique et la personne en face, elle peut ouais, enfin, en mode qu'est-ce qui se passe, enfin, ouais, genre, ouais, pourquoi ça change, enfin, des choses comme ça. Parce que du coup, ouais, t'as une dynamique comme ça relationnelle qui se crée. Et aussi parfois, alors je dis pas pour tous les couples, hein, mais les séparations aussi, ça peut être en partie lié à ça, en fait, que la dynamique première sur quoi le couple s'était créé ne fonctionne plus parce qu'il y a une des personnes qui a réalisé des choses et qui a commencé à changer certaines choses. Et du ouais, coup, l'autre en ouais, ouais. face, bah, la raison pour laquelle à la base, ou les raisons pour laquelle à la base, ils étaient en relation et ils étaient avec cette personne-là, en fait, elles sont plus forcément présentes. Et du Ouais. coup, là, c'est là où ça clash un peu. C'est ça. Soit l'autre a la possibilité de lui aussi jouer un autre rôle, Mhm. soit en fait il veut pas du tout jouer un autre rôle et effectivement ça clash. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Et du coup, ouais, je trouve ça super important enfin, pour les personnes qui écoutent, voilà, d'essayer comment dire, d'analyser peut-être un peu la dynamique dans la relation. Là, on était sur les relations de couple, mais en soi, c'est Ouais, aussi présent dans les relations amicales ou même familiales. Après, familiales, il y a des choses qui rentrent en compte, parce que du coup, c'est la famille, c'est avec qui on a grandi. Mais du coup, ouais, d'essayer d'explorer un petit peu les dynamiques relationnelles dans le couple ou avec ses amis. ouais, C'est super intéressant de voir un petit peu ça. Et parfois, et c'est aussi important ce que tu disais, et là on retrouve cette notion de nuance, c'est qu'aussi en fonction des personnes avec qui on est, en fonction des types de relations qu'on a, ben, on peut agir différemment et avoir justement différents types de schémas ouais. qui sont activés. Et du coup, c'est ce que tu Mm. expliquais aussi, que c'était pas forcément, enfin, c'est pas linéaire, tu es toujours la même personne, tu agis toujours de la même façon avec tout le monde. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est vrai que toi, du coup, toi, tu te formes en psychologie en ce moment. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'est un domaine qui est hyper important quand on est thérapeute, quand on est psy, d'aller voir par plein de facettes différentes Mhm. toutes les relations, dire ah oui, là, il y a un truc à voir, Mm. il y a un Ouais, truc à explorer. tout à fait, ouais. Ouais, bah là, je vais commencer mon master là, en Mm. psychologie clinique, Ouais. donc tout ce qui va être plutôt thérapie. Alors, ce que je fais là, je suis pas, j'ai pas de spécialisation dans les relations de couple. En tout cas, pour l'instant, c'est pas sur quoi je travaille, mais forcément, en tant qu'individuel, parce que je fais aussi du coaching en fait en même temps. Mhm. J'allie Ouais. psychologie et coaching. Et du coup, forcément, ça revient, enfin, quand on va voir quelqu'un, il y a aussi toujours une dimension relationnelle qui est présente. Et du coup, de
de pouvoir aider les personnes à prendre conscience de leur fonctionnement psychologique, et notamment des schémas, comme on a évoqué, de voir un petit peu les automatismes qui étaient construits au fil du temps, à la fois sur l'aspect personnel en tant qu'histoire de vie vécue, dans sa construction en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et aussi dans une dimension sociale, de comprendre aussi en fonction de la société dans laquelle on a grandi, comment ça a pu nous construire. Et du coup, d'identifier voilà, des schémas comme ça de pensée qui influencent la manière dont on se comporte, et d'identifier aussi des dynamiques relationnelles, et de se rendre compte aussi du rôle qu'on a pris, et c'est souvent inconscient, enfin on ne se rend pas forcément compte, qu'on a pris dans une relation, et de voir si finalement ce rôle-là, bah, ça nous correspond vraiment, on l'a vraiment choisi, ou c'est quelque chose qui nous correspond pas. Et après, du coup, de travailler sur ça, et de voir, du coup, avec la personne en face, si la personne décide un peu d'évoluer, de changer certaines choses, bah, comment la personne en face va réagir, va accepter ça, et va être OK d'être dans le cheminement et la continuité avec l'autre personne. Ouais. Ouais, ouais, tu connectes vraiment deux familles. C'est vrai que du coup, tu as le côté coach qui est beaucoup plus, j'ai l'impression, qui est dans l'invitation à l'action, en fait, qui est Mm, très axé concret, pratico-pratique. Et ces deux branches, je trouve, qui sont hyper intéressantes. Je trouve que c'est vachement intéressant que tu aies connecté les deux. mm. C'est parce que c'est. Ouais, comme tu dis, il y a des choses des fois qui complémentent bien, quoi. C'est un moyen de pouvoir aller peut-être plus en profondeur aussi. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'en fait, dans la dimension coaching, du coup, tu as plus un objectif. Donc, la personne a un objectif ou des objectifs, et va essayer de les atteindre. Et du coup, en tant que coach, tu accompagnes cette personne-là à atteindre ses objectifs. Mm. Donc, tu as une dimension plus instant présent, Ouais. finalement. Et en fait, avec la psychologie, ça va aller beaucoup plus en profondeur. Alors, pour l'instant, je suis pas sur la dimension pathologique. Tout ce qui Ouais. va être trouble, tout ça, je m'en occupe pas, entre guillemets. Mais plutôt sur la psychologie, en tant que fonctionnement. Alors, on appelle ça normal, mais bon, j'aime pas beaucoup ce mot. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais on va dire ce qui va être le plus représentatif Mm. de l'être humain, et ce qui va être aussi normal pour la personne. Et c'est ça qui est important. Il y a la dimension subjective aussi dans cette dimension-là. Et donc d'aller creuser qui on est, comment on s'est construit, sans forcément Mm. aller chercher toujours dans l'enfance, dans l'adolescence. Après, ça dépend des personnes, parce qu'il y a cette dimension-là aussi de s'adapter à la personne qui est en face de nous, Ouais. et en fonction de quelles sont ses problématiques. Mais du coup, oui, de creuser sur cet aspect-là. Et donc, je partage pas mal de choses, de connaissances sur le fonctionnement psychologique, dont les schémas. Et j'ai plutôt une orientation thérapie comportementale et cognitive. Donc, ouais, je Ok, trouve que c'est les cool. deux sont vachement complémentaires, hein. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand tu as un coach, il y a le côté, ce que je trouve vachement intéressant, cette espèce de sous-traitance on prend une partie du choix enfin, de l'énergie que ça demande de prendre une décision, de construire un plan, etc. Et juste on le sous-traite, en fait. On le pose à côté et il y a quelqu'un qui nous accompagne Mm. là-dedans. Mais si on a un but qui correspond pas à ce qui nous rendrait vraiment heureux, bah, le coach, il fait son taf, il nous aide à atteindre Mm. le but, mais il n'y a rien qui a été questionné là-dessus, quoi. C'est vraiment c'est un angle mort, je trouve, Mm. du coaching. Mais c'est quelque part, c'est logique, quoi. À la base, c'est deux métiers différents et il y a peu de gens qui vont avoir à la fois les connaissances dans l'un et dans l'autre pour pouvoir combiner les deux. C'est un peu dommage, en fait, de pas avoir cette partie, comme tu Mm. dis, un peu plus profonde, un peu plus creusée. Là, tu vois, j'explore à fond cette question-là. Parce que, alors, bon, j'ai l'impression que j'ai des étapes de ma vie où j'ai bossé un Mm. schéma à fond. Et une fois qu'il est bien géré, il y en a un autre qui se présente, je Mm. fais, ah oui, j'ai encore du taf. Et là, j'ai un schéma sur lequel je suis en train de bosser où je fais, mon Dieu, est-ce que tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie va changer maintenant que je me rends compte que tout ça, c'était juste une stratégie? Et c'est vrai que du coup, bah, si je vais voir un coach et que je dis, je veux tel objectif, il va pas le questionner, il va dire, go for it, on y va, tu vois, on Mm. fonce. Et là, je suis en mode dans un moment de ma vie où je me dis, peut-être, il faut que je le questionne, tu vois, là, en fait, je suis en train d'écrire un livre. Mhm. Je sais que dans les schémas qu'il y a, chez moi, j'ai un schéma je sais plus si c'est le terme, c'est un besoin d'attention qui est là pour pallier un schéma de carence affective. En Ok. gros, pour traduire ça,
C'est la petite fille qui voulait de l'amour, et comme elle n'a pas pu avoir ça, elle se dit que si elle a de l'attention, ça fait le job, tu vois. Et en fait, non, ça marche pas parce que Mm. ce qu'elle veut, c'est pas de l'attention, c'est de l'amour. Mm. Et donc, du coup, tu vois, ce truc d'écrire un bouquin, c'est cool, tu vois. Je me dis, waouh, trop bien, je vais avoir de l'attention, ça va être, c'est stylé, tu vois. Genre, si le truc est écrit, qu'il est publié dans une chouette maison d'édition, etc., là, en termes d'attention, je suis servie. Mm. Et puis, juste à côté, je me dis, oui, oui, mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est de l'attention que je veux? Bon, après, on peut, c'est toujours plaisant d'avoir de l'attention, tu vois, mais là, je suis en train de me dire, ben, à la base, ce boulot, il est fait parce que je crois que d'un point de vue politique, ça peut changer la donne sur les dynamiques hommes-femmes, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ça, c'est plus important que l'attention. Mais en même temps, je veux pas être dans la contre-attaque de je n'ai pas besoin d'attention. Je vais être anonyme. Je ne vais jamais recevoir la moindre attention. Tu vois, il y a toujours ce truc du juste milieu de la nuance, et je suis là en mode genre, je suis en plein travail là-dessus, c'est la cata parce que ça prend du temps de dénouer le truc, tu Mm. vois, donc je suis accompagnée, histoire d'arrêter avec mon hyper-indépendance, hein, j'ai une thérapeute, mais donc on est en plein dans cette question-là, et du coup, je suis là en train de me dire, ok, quelle est la direction que je veux prendre, quoi. Mm. Oui, ce que Je sais pas tu si... évoques, c'est... Pardon, vas-y. Ah, désolée, je t'ai coupé la parole. Mais si j'avais juste un coach, il me dirait, ouais, on va bosser sur comment est-ce qu'on peut publier le truc qui a le plus d'impact, machin, etc. Et je dis, Ouais. oui, c'est peut-être pas ça que je veux, quoi. Ouais, je trouve ça super important ce que tu évoques, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ou pourquoi on veut faire ces choses-là, quelles sont les intentions derrière et d'essayer d'avoir le cœur en fait, du cœur, parce que Mm. parfois en fait on fait des choses, mais en fait on fait des choses pour essayer de combler des vides ou des manques, sauf qu'une fois qu'on a fait cette chose-là, en fait on se sent pas mieux parce que le cœur du cœur a pas été Ouais, travaillé et du coup enfin si on commence pas à questionner et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, on peut comme ça enfin, s'entraîner dans un peu un cercle vicieux ou une boucle où en fait on enchaîne, on enchaîne des choses et en fait on n'arrive jamais à être satisfait. Mais parce que si ouais, le cœur est pas identifié, pas travaillé dessus, en fait on va rester comme ça en mode automatique. Donc de pouvoir ouais, ouais, se poser, prendre le temps d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, comme dans ce que tu exprimais, c'est dans la réalité c'est plus complexe que ça. Hein. Quand on revient sur l'idée aussi des nuances, c'est que bah, il y a cet aspect-là que tu as pu identifier, l'attention. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres objectifs, d'autres intentions derrière. Et après, c'est que toi, tu puisses voilà, décider, trouver ton équilibre en fonction de ce qui va être le plus important pour toi, et en Mm. prenant en compte tout ce que tu as pu identifier par rapport à tout ça. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est un long travail, hein. Je me Ouais. dis, tiens, je vais pas m'ennuyer, hein, c'est sympa. Mais c'est ça qui est beau aussi, je trouve, parce qu'au final, la vie, en fait, c'est ça, c'est que tu fais des choses et ça va faire ressortir. Chaque fois, ça te fait ressortir des trucs. Tu croyais que c'était réglé ou tu croyais que tu en avais fini, mais en fait, non. En fait, non. Une petite pelote de laine qu'on déroule. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bon, C'est ça. après, franchement, je trouve que, parce que la thérapie des schémas, effectivement, c'est une version de la TCC, c'est la dernière vague de la TCC. Mhm. Je trouve quand même que depuis que j'ai commencé une thérapie en TCC, alors non, c'était pas TCC, je crois que j'ai jamais trop fait de TCC. Ah, si, j'avais précédente thérapeute faisait un peu de TCC aussi, mais plus thérapie des schémas. J'ai quand même le sentiment que les choses bougent plus en profondeur et plus rapidement Ouais. que d'autres formes de thérapie où j'avais le sentiment de patauger, tu vois, d'aller chercher, tu sais, on va chercher 1000 ans en arrière, Mm. dans l'enfance, machin, tout ça. Et là, c'est vraiment quelque chose que je trouve, c'est un intérêt que je trouve très fort dans la TCC, c'est que TCC et thérapie des schémas, c'est que c'est très tourné à action, Mm. résultat concret, et globalement, je sens quand même que de plus en plus, que je me sens de plus en plus légère, quoi, que c'est pas juste un truc sans fin où il y a toujours des nouveaux trucs Oui. qui ressortent. C'est vraiment un truc où je me dis, quand il y a un nouveau truc qui ressort, en mode genre, je pourrais être encore plus confortable que ça, c'est formidable. Mm. Est-ce que je veux le faire maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu? C'est un travail que je trouve vraiment très libérant en fait. Mm. Très Mm. libérant parce que je trouve il a des résultats dans la vie assez rapides en fait. On peut très rapidement, je pense que c'est vraiment, tu vois, le thérapeute qui va dire, OK, quel est le truc qui te fait le plus chier en ce moment, qui te coûte le plus? On va voir si ça, on peut trouver un moyen de rendre ça un peu plus léger, quoi. OK, quelle stratégie t'as? Peut-être on peut en trouver d'autres. Mais ouais, je trouve que
je me suis sentie très chanceuse de rencontrer ces informations, ces thérapeutes, ces techniques à un moment de ma vie, de me dire, mais c'est la thérapie des schémas. Mes parents, ils n'ont pas eu accès à mon âge, tu vois. Mm. Et je trouve ça. Je me sens chanceuse d'avoir accès à ça. Je pense que je suis très drivée par l'efficacité. Ça, c'est vraiment un truc Ouais. qui me parle. Et c'est une thérapie. Alors, il paraît que ce qui fait le succès d'une thérapie, c'est aussi, bien évidemment, la connexion avec le thérapeute, et que bon, je suis sûre qu'il y a des gens qui font de la thérapie des schémas et qui n'ont pas des super relations avec leurs patients et que du coup, il n'y a pas des super résultats non plus. Mais c'est comme d'habitude, il n'y a pas de méthode magique, il y a l'humain derrière. Hein, mais quand même, hein, je suis trop contente d'avoir accès à ça, quoi. Parce que sinon, comme tu dis, j'ai le sentiment que j'aurais pataugé à aller chercher des choses qui correspondaient pas au cœur du cœur, tu vois. Enfin, Mm. Mm. je trouve que c'est une casquette très rassurante que tu puisses avoir ça. Même si enfin, il y a des très bons coachs qui font très bien leur taf, mais je trouve que c'est vraiment une dimension dans ce travail-là qui est très puissante, qui est très potentialisante, quoi. Mm. Mm. Et donc ces accompagnements-là thérapeutiques, toi, c'est ça qui t'a aidé dans ton cheminement de vie à continuer à te sortir de tes difficultés? Ouais, tu vois, par exemple, je pense que au moment où j'ai sorti le podcast, on était en train de bosser sur le schéma de perfectionnisme. Bah, si tu me demandes, je te dirais non, je suis pas si perfectionniste que ça. Si tu regardes dans la vraie vie, j'étais bloquée dans un moment de ma vie où je refaisais l'épisode 1. Genre, j'avais 15 versions de l'épisode 1, tu vois. Mm. Et à un moment, j'ai dit, OK, on va arrêter là. Ce qui est important, effectivement, le cœur du cœur, c'est que je vais pouvoir partager ça. Donc la forme ne sera pas la plus parfaite et c'est pas grave. Mm. Tu vois, c'était un moment de ma vie où concrètement, je pense que si j'avais pas eu ça, je sais pas, tu vois, j'aurais continué de tourner en boucle sur ouais, on est dans une société pourrie, les choses n'avancent pas, etc. Plutôt que de dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, j'ai envie de passer à l'action, en fait. J'ai envie de pouvoir parler du truc, j'ai envie de pouvoir le partager, j'ai envie de pouvoir voir les gens que ça impacte. Tu vois, là, par exemple, je suis dans le cycle que j'ai en ce moment-là, où je suis en train de. Alors là, c'est le dernier que je fais en ce moment parce que l'écriture prend beaucoup de temps, donc c'est des gens que j'accompagne en ce moment. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'accessibilité. Qu'il y avait des gens, effectivement, mon élève qui bénéficie le plus de ce truc-là, sans trop de surprise, c'est la plus privilégiée du groupe. Mm. C'est celle qui a le plus de temps disponible, qui a le moins de charge de travail. Par exemple, elle n'est pas maman, et donc forcément, quand tu as des enfants, tu n'as pas le même temps à consacrer au truc. Et du coup, bah, en voyant ça, il y a une partie de moi qui était, tu vois, ce truc de, ben, je veux que ça, peut-être sans doute ce perfectionnisme, je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne super bien, je veux que les résultats soient incroyables, etc. Et j'avais une partie de moi qui était fâchée en mode genre, putain, mais pourquoi est-ce que j'ai certaines élèves qui pourtant ont fait les mêmes ateliers que les autres et qui pourtant et qui se retrouvent à évoluer beaucoup plus lentement, à appliquer les outils. Et là, je me suis dit, ben, en fait, c'est quoi le cœur du cœur? Le cœur du cœur, alors le cœur du cœur, c'est que je veux que ça puisse avoir un vrai effet sur des vrais gens, tu vois. Et donc là, j'ai dit, OK, bah là, plutôt que de râler et de dire blablabla, etc., étape suivante, j'aimerais bien mettre en place un groupe où on va pouvoir bosser sur l'accessibilité, en fait. Mhm. Sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui bénéficient du truc, ce ne soient pas seulement les personnes qui ont plus de privilèges. Parce que bah, politiquement, j'aimerais bien que ce soit autre chose, tu vois. Et quand je parle d'accessibilité, c'est pas qu'une question d'accessibilité financière, puisque j'avais des places en troc dans l'atelier, justement parce que je voulais bosser sur cette Mm. accessibilité. Et c'est pas ça qui a, enfin, c'est pas forcément ça qui a été déterminant. Alors, je pense qu'il y a l'accessibilité financière, mais pas que. Mais là, je me dis, OK, là, on a un angle, il va falloir qu'on bosse dessus. Et plutôt que d'être un peu aveuglée Mm. par mes schémas qui vont vite me faire me sentir découragée, pessimiste. Je suis quelqu'un qui peut être très pessimiste. Bah, tu vois, ce travail, j'ai l'impression qu'il me permet de plus être orienté action, dire, OK, Mm. c'est quoi que je veux comme résultat? Bah, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer vers plus d'accessibilité? Donc, je dis pas que je vais trouver la solution, c'est un problème qui est vaste encore, hein, je sais pas, je m'attaque toujours à des problèmes un peu trop vastes,
Mais au moins, je suis pas immobilisée dans ce truc de me dire, mon Dieu, je ne le lancerai pas tant que c'est pas parfait. Mon Dieu, ce n'est pas parfait, du coup, je ne peux pas être contente de mon travail. Mais plus, tu vois, je trouve que ça me rapporte plus de liberté à passer à l'action, en fait. Mm. À retrouver un truc de sortir cette. Enfin, parce que c'est ça, en fait, les schémas, des fois, ils sont tellement. Ils te mettent tellement dans une situation impossible que tu te retrouves complètement figé en mode genre, t'avances plus, t'es complètement emprisonné de mécanismes automatiques qui t'ont retiré toute capacité de choix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très fort en fait dans cette thérapie des schémas. C'est le rapport à la me sentir, ouais, retrouver un sentiment de liberté dans ma possibilité d'agir en fait, dans Mm. ma possibilité de passer à l'action, de de pas être dans cet immobilisme enfin, qui est humain, Mm. mais avoir accès à des moyens de trouver plus de joie, plus d'autonomie, plus d'action, je trouve que c'est précieux. Mm. Et puis c'est aussi en faisant qu'on va pouvoir se rendre compte des choses. On Ouais. parlait de l'exposition tout à l'heure, en faisant, et même moi si c'est pas parfait, parce que de toute manière, qu'est-ce qui est parfait en soi? Bah, de se dire que on essaie et puis après on voit ce que ça donne et puis pour la prochaine fois, bah, on apprend aussi de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, Ouais. de pouvoir faire en sorte du coup pour que la prochaine fois ce soit au mieux ou que ça nous corresponde mieux. Mais du coup, si on fait pas, en fait, si on teste pas, on saura jamais, entre guillemets, qu'est-ce que ça aurait pu Mhm. donner, quoi. Et c'est vrai que sortir, Ouais. du coup, cet immobilisme-là, c'est quelque chose qui peut être compliqué, puisque après, il y a toutes les peurs et les insécurités qui sont derrière aussi. Donc, de pouvoir Mhm. travailler comme ça en thérapie, ça permet du coup d'oser passer à l'action et de faire les choses. Ouais. Mm, mm, mm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des ateliers? Parce que moi, ça m'intrigue, ça Ah, m'intéresse. les ateliers. Il y a deux formats parce que rapidement, je me suis rendu compte que les enjeux n'étaient pas les mêmes suivant si tu étais célibataire ou si tu étais en couple. Alors, bien sûr, il y a des mécanismes derrière qui sont très similaires. Globalement, le problème a souvent la même racine, mais la façon de les gérer diffère complètement de si tu es en couple ou de si tu es en train de faire des rencontres. Donc, j'ai séparé les deux. Et comme je t'avais dit, j'avais essayé d'avoir cette espèce de progression, de dire qu'est-ce que je dois apprendre en premier pour pouvoir appliquer en second. Donc là, par exemple, les ateliers couple, alors je dis couple, c'est pas des ateliers de couple, on vient pas en couple, mais c'est des ateliers pour les nanas qui sont en couple. Alors je dis nana, je vais généraliser un peu plus large parce que dans mes groupes, j'ai des personnes qui se reconnaissent pas avec ce terme-là. Globalement, il y a plein de personnes qui ont des dynamiques inégalitaires dans leur couple. La majeure partie de ces personnes, c'est quand même effectivement les meufs. Mais après, par exemple, si tu as un mec trans, que tu as été sociabilisé toute ta vie en tant que meuf, ça veut pas dire que tu as fait, maintenant que tu as fait ta transition, que tu n'as pas gardé des schémas par rapport à ça. Ou si j'ai un abonné, c'est un mec qui est homo. Et c'est vrai que dans la communauté homo, en fait, il y a une dynamique inégalitaire qui n'est pas basée sur le sexe. Il y a d'autres bases, mais on va retrouver ce même phénomène où tu as des gens qui sont en train de donner trop et des gens qui prennent trop. Et c'est, tu vois, quand je parle de tous les trucs qu'on affronte en tant que meuf qui sont difficiles, il y a des mecs qui subissent la même chose, c'est les mecs gays. Mm. Donc, globalement, faudrait que j'utilise plus le terme sexisé qui regroupe toutes les personnes qui subissent du sexisme. Et donc, du coup, pas que les meufs. Bref, je fais un détour là, faut que j'arrête les détours. C'est compliqué, j'ai une pensée en arborescence. Du coup, des fois, c'est compliqué de me suivre. Je reviens. Donc, pour les groupes couples, je me suis rendu compte que dans le style de communication, comme tu dis, il y a un passage progressif. Donc, quand on est sexisé, on va beaucoup plus privilégier une communication qui est passive. Quand on n'est pas très bien, on va parfois réussir à utiliser le passif agressif, mais on va avoir du mal à utiliser les outils de la communication agressive et la communication assertive, communication affirmée. Mhm. Donc, du coup, si je te donne des outils qui sont des outils où la communication, elle est assertive, affirmée, c'est un peu stressant, tu vois. Donc, les premiers ateliers, ils vont utiliser des outils qui sont les outils des michetonneuses, qui sont une communication qui est très passive. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'utiliser cette communication au début pour obtenir des choses que de suite passer en mode allez, il faut dire des choses bien carrées, etc., être sûr de soi. Donc, ces ateliers-là sont en premier.
Comment ça s'appelle? Je crois que c'est l'atelier qui s'appelle Recevoir comme une michto, où justement on a plein de techniques de michetonneuse pour pouvoir déjà commencer à avoir un truc plus équilibré, où l'autre va plus contribuer avec une façon de communiquer qui, pour le coup, est très confortable parce qu'elle est très passive. Alors je dis elle est très confortable, pour autant, comme je l'ai raconté, le petit poussé qui est un outil de michetonneuse, c'est possible de le saboter, quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est une communication qui est passive que elle est, c'est une communication qui est plus dans le sous-entendu, en fait. Et donc, dans la gradation, en fait, on a différents outils qui arrivent les uns après les autres. Et donc, du coup, l'étape d'après, c'est une version qui est plus assertive, mais qui va concerner des choses qu'on va considérer comme plus positives. Et ça, c'est tous les outils de l'escort girl qui est capable de poser un cadre, en fait. Elle est capable de négocier un cadre, elle sait le faire, elle a des techniques pour le faire. Mais sa communication, elle a quand même un truc où elle brosse l'autre dans le sens du poil. C'est une communication qui est, je parle beaucoup dans les ateliers, je parle du fait on va s'adresser aux gentlemen. C'est ça, c'est vraiment une technique d'escorte. Dans les annonces d'escorte, il y a une phrase qu'on retrouve souvent qui est je reçois les gentlemen, je sais pas quoi, et il y a un terme qui explique quel genre de gentleman la meuf reçoit. Et ça, c'est un moyen. Alors, ça va pas empêcher les connards de se pointer, ils viennent toujours, hein, ils viennent toujours nous casser les pieds. Mais dans la communication que ça amène, forcément, les mecs, ils répondent différemment. Et puis ceux qui correspondent pas à ce truc-là, ils vont être obligés de prendre d'autres moyens, quoi. Ils vont pas pouvoir arriver avec leur gros sabot de connard parce que c'est des gentlemen. Mm. Donc, tu vois, il y a plein de tips comme ça qui sont des trucs qui paraissent du bon sens en fait. Je peux pas faire autrement que de constater que dans tous ces trucs de bon sens, ben, il y en avait plein que je faisais pas spontanément jusqu'à ce qu'on me dise, il faut juste que tu fasses ça. Mm. Donc, on a du coup appris les outils. Alors, c'était négocier comme une escorte qui est après, et puis il y a la partie plus où on est capable plus d'aborder des trucs dans la vie qui sont ni avec une communication passive, ni avec les fleurs et les paillettes de l'escort girl, qui sont tous les outils des dominatrices, qui, elles, sont dans un registre qui peut être vachement plus, qui peut paraître beaucoup plus dur, mais qui, en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a rien de vraiment dur, qu'en fait, ces dominatrices, c'est juste des femmes qui ont l'audace ultime de passer ses marchés sur les pieds. C'est pas et elles le font d'une manière qui est pas en plus qui est pas forcément très agressive non plus. Mhm. Donc du coup il y a attends, j'essaie de me rappeler du titre. Ça, après tu as des outils des fois qui se recoupent dans d'autres ateliers, mais celui de la domina, ah oui, j'ai un atelier qui s'appelle le mettre au ménage comme une dominatrice et qui est en fait tous les outils qu'on apprend en tant que domina pour les faire taffer et être trop content de le faire, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça, tu vois, c'est que les clients des dominas, en fait, ils vont se retrouver à faire des trucs qui sont considérés comme enfin, c'est le terme qu'on utilise, on utilise le terme de larbinage. Les mecs qui font Mm. le ménage pour les dominas, c'est des larbins, c'est le terme qu'on utilise dans ce domaine et qui sont ravis de le faire, tu vois. Donc, tu as vraiment des outils qui sont. Il y a cette gradation pour éviter d'arriver dessus dans un truc trop clash. Et donc, tu as toute cette truc, tous alors, les premiers ateliers, ils permettent d'avoir les bases, de pouvoir commencer à mettre en place des trucs pour commencer déjà à soulager un peu la charge de travail et commencer déjà à se sentir un peu plus dans un échange où on est plus celle qui donne et qui reçoit rien, ou qui donne et qui reçoit très peu. Et donc, après avoir mis en place ces bases, qui sont des bases de communication, comment est-ce que tu mets en place des espèces de... Alors c'est presque, je veux pas dire des routines, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir à un truc que tu sais pas faire. Le script, et le but, c'est de dire, OK, tu as ce script, qui est vraiment, on va progresser du script qui est le plus simple à mettre en place au script qui est le plus ambitieux, et on va te laisser mettre en place des trucs qui sont sécurisés pour que tu puisses voir les retours, et que tu dises, ah oui, ça marche, je me sens de plus en plus en sécurité de pouvoir me sentir sûre de moi, demander les choses qui sont importantes pour moi, recevoir des choses sans être en mode genre me saboter à chaque fois pour surtout rien recevoir. Et une fois que toutes ces bases sont bien mises en place, il y a la partie dans les ateliers couple, il y a la partie répartition du travail et ensuite répartition des ressources. Donc répartition du travail, c'est ménage, charge mentale, etc. Et la partie du travail dans le domaine sexuel et relationnel, parce que c'est vrai que du coup, en fait, grosse difficulté qu'on a, c'est que on nous a tellement présenté ces trucs-là comme des choses qui sont juste de l'ordre de l'amour, qu'on voit pas ce qu'il y a comme travail derrière. On voit pas en fait toute la partie sexuelle qui devient juste un taf et qui fait qu'il y a des meufs qui finissent par trouver que c'est une corvée.
parce qu'elles sont dans une configuration où elles ne font que le taf sans avoir de retour. Donc cette partie répartition du taf, pour moi, elle est hyper importante et je la mets en premier parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des ressources quand t'as pas le temps pour en profiter. Donc il faut que tu aies pu te libérer Mm. de tâches pour pouvoir accéder à ça. Et ensuite, tu as les 2 ateliers sur la répartition des ressources, c'est-à-dire la répartition des thunes et du temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à avoir un équilibre dans comment est-ce que c'est réparti au niveau du taf, bah, comment est-ce que tu fais en sorte que ce qui découle de tout ce travail, toutes les ressources qui en découlent, c'est l'argent, le temps, etc., les loisirs, que ce soit pas des trucs qui soient... Enfin, moi, ce que je trouve dans ce sabotage que je trouve complètement fou, c'est que si je donne juste les ateliers sur la répartition du taf, bah, le gros risque, c'est que tu te retrouves avec des nanas qui ont plus de temps pour elles, parce qu'elles ont moins de ménage à faire, moins de charge mentale à gérer, etc. Mais comme elles ne remplacent pas rien du tout, c'est-à-dire qu'elles n'investissent pas dans des choses qui sont importantes pour elles, ça crée une espèce de vide et où les mauvaises habitudes reviennent très très vite. Mm. Parce qu'en fait, tu as juste l'espace libre pour et tu finis par te dire ah, le pauvre, il travaille beaucoup. Ah, le pauvre, il a plein de choses à faire. Je peux bien le faire. J'ai le temps. Mm. Mais parce qu'en fait, t'as jamais eu les ressources pour pouvoir gérer une vie qui est où tu as toi aussi tes projets en fait. C'est toujours le truc qui finit avec le gars qui lui a pu construire sa carrière, a eu des loisirs intéressants, son cercle d'amis, etc. Et la meuf en fait qui avait pas le temps de faire tout ça parce elle faisait le ménage. Donc c'est cette gradation-là entre des outils qui sont avec des styles de communication très différents parce que les codes des métiers qui ont appris ces skills étaient différents et comment est-ce qu'on met l'ordre de le taf et les ressources. Donc ça, c'est vraiment les ateliers sur le couple. Est-ce que ça répond un peu à tes questions sur les ateliers? Oui, oui. En fait, c'était pour voir un petit peu qu'est-ce que tu proposais du coup dans ces ateliers-là et quelle était du coup l'intention derrière et à Hmm. qui, tu vois, c'était destiné. Enfin, là, je pense aux personnes qui écoutent. Si ça les intéresse, est-ce que c'est possible qu'elles puissent s'inscrire? Enfin, voilà, voir si Hmm. par rapport à ça. Bah, l'esprit, c'est toujours d'avoir à la fois du pratique, tu vois, ces scripts-là qui sont super efficaces, et on a toujours la partie sur qu'est-ce qu'il y a émotionnellement derrière qui pourrait faire en sorte qu'on ne l'utilise pas. Mm. Parce que si tu as juste l'un, il y a des gens qui vont très facilement mettre en place, ceux qui n'ont pas ces blocages-là, et qui disent juste «Ah, je savais pas qu'il fallait faire comme ça, je le fais». Et tu as toutes celles qui ont bah, tous les schémas derrière qui sont méga activés et qui pourront jamais en profiter parce que la partie émotionnelle n'a pas du tout été discutée. Mm. Donc là, pour l'instant, les inscriptions, c'est possible que sur la version en autonomie. J'ai mis les ateliers disponibles pour pouvoir les faire en format vidéo, pour pouvoir avancer à son rythme, parce que justement, je suis en train d'écrire ce bouquin en ce moment, donc j'ai plus le temps que j'avais disponible pour pouvoir animer des groupes. Donc ça s'adresse quand même à des personnes qui ont cette possibilité de le faire en autonomie. Donc sur des personnes, ça c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte, quelqu'un qui a par exemple un passé très lourd, donc par exemple une enfance très chaotique, des couples très violents, etc., bah, souvent ça demande qu'il y ait un accompagnement personnel, tu vois. Mm. Et ça, les ateliers en autonomie, ça va être compliqué parce que il y a des outils très intéressants, mais si t'as pas la relation personnelle avec une personne qui va t'accompagner, te soutenir, Mm. te montrer les angles morts, dire voilà, on l'a appris, tu sais que c'est dans cette direction qu'il faut aller, voilà, on y va, bah, c'est possible que les outils puissent jamais être appliqués. Et ça, je trouve ça terriblement frustrant quand je vois des gens qui savent, qui ont toutes les connaissances et qui peuvent pas l'appliquer. Là, je sais que j'ai eu ma grande... c'était vraiment un truc qui m'a saoulée en fait, qui m'a saoulée, qui m'a attristée. Le premier groupe de Love, j'avais une élève dedans qui justement faisait partie de ce contexte avec une enfance très chaotique, des relations très difficiles et donc du coup des schémas bien installés. Tous les outils que je lui ai appris, elle les a utilisés pour développer au niveau professionnel. C'est-à-dire elle était dans le domaine du travail du sexe, et donc du coup, ça l'a aidée dans la partie professionnelle. Elle a pu les utiliser, c'était cool, hein, why not? Mais dans la partie personnelle, c'était très difficile. Et je sais qu'elle, en fait, ça aurait été plus efficace si elle avait eu un accompagnement personnel. Mm. Plutôt que l'accompagnement de groupe, Ouais. où l'accompagnement de groupe, bah, t'as pas autant d'attention, de temps pour la personne, parce que c'est le groupe, en fait. Et là, tu vois, pour le coup, pour moi, il y avait un côté un peu échec, tu vois. Donc là, clairement, je pense que la version autonomie, elle n'est pas du tout adaptée pour des gens qui ont
un besoin d'un accompagnement et qui, du coup, par exemple, ont un côté très, voilà, je te dis, un passé très lourd, des relations avec de la violence, des choses comme ça. Mhm. Là, il y a besoin vraiment, il y a besoin de cette connexion d'humain-humain, en fait, que tu es quelqu'un de l'autre côté qui dit, je compte sur toi, tu vas réussir, je crois en toi, reprenons tel outil, ok, tu t'es senti comme ça à ce moment-là, tu vois, un truc vraiment, euh, malheureusement, la version autonome, elle fonctionne pour des gens qui ont ce privilège de pouvoir fonctionner en autonomie. Mhm. C'est ça, c'est un truc, je sais que c'est un angle mort. Mhm. Et je sais que par rapport au cœur du cœur, des choses qui sont importantes pour moi, il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, voilà. Après, sur la version célibataire, on va avoir des outils qui sont très similaires parce que, comme je te dis, hein, le problème d'origine est le même. Mais on va avoir des temporalités différentes parce que quand tu rencontres des gens, c'est pas les mêmes enjeux que tu as. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu n'es pas de suite écrasé par la charge du ménage et de la charge mentale. Mhm. C'est pas ce qui se présente en premier. Donc là, on a un ordre qui est différent, qui va prendre en compte effectivement toute la partie avant la rencontre. Donc essentiellement, on fait beaucoup en mode genre en ce moment, enfin, c'est dans ce monde moderne, les applis de rencontre, c'est un super outil. Donc c'est toute la partie, ben, comment tu fais un profil de rencontre qui déclenche déjà une dynamique où tu n'es pas en train déjà d'en faire trop. Mhm. Donc là, effectivement, c'est des méthodes qui viennent alors, beaucoup des michtos, beaucoup des escortes, parce que les escortes, elles bossent beaucoup avec des annonces en ligne. Donc, tu as toute la partie avant, tu as la partie effectivement tri, parce que les applis de rencontre, tu as le problème d'avoir parfois trop de connexions avec des gens qui ne te correspondent pas. Et c'est vrai que nous, en tant que travailleuse du sexe, on a vraiment ce côté d'être capable de trier très très rapidement qui va être un client avec qui on va avoir une interaction qui est cool et qui est un mec avec qui on n'a pas envie de perdre du temps parce que Mhm. c'est pas un client qui nous fait perdre notre temps, qu'il n'est pas là pour nous, qu'il est juste là pour gratter du contenu gratuit. Donc ça, c'est des compétences qui permettent vraiment de faire ce tri. Ça, tu vois, quand tu es en couple, tu t'en fous. Tu as un mec en face de toi, tu n'es pas en train de faire le tri, tu vois. Donc ça sert à rien de mettre cet atelier dans le truc couple. Et puis, effectivement, les parties, quand on se rencontre, quand on a des dates, comment est-ce qu'on met en place ce truc pour éviter d'être dans l'overgive. Donc, pour la partie célibataire, une des formes d'overgive qui est très importante, qu'on va moins trouver dans le couple parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est un overgive de. Quand je dis overgive, c'est donner trop. C'est donner trop d'attention et donner trop d'engagement. Typiquement, la meuf, tu vois, qui se met en carte, qui est disponible pour un mec qui, en fait, lui explique qu'en fait, c'est juste son plan cul, c'est de l'overgive, tu vois. C'est une meuf qui donne trop d'engagement en échange d'un mec qui a pas donné d'engagement du tout. Et donc, du coup, cette problématique-là, tu la trouves pas dans le couple. Dans le couple, le mec, il est engagé, tu vois, c'est pas un problème. Quand tu es célibataire en train de faire des rencontres, cette dynamique de bah, je me retrouve pendant des mois et des mois dans une relation qui me plaît, mais le mec veut pas s'engager, je fais quoi? Mhm. Donc là, en fait, tu as aussi des techniques qui viennent de. Bah, effectivement, nous, en tant que travailleuse du sexe, on a besoin que le mec qui passe de contact à client, et deux, qui passe de client à client régulier, parce qu'on a vraiment un rapport au client régulier qui est un truc très sécurisé pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de se dire le gars, je le connais pas, je sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'il est fiable? Un client régulier, il y a ce côté de sécurité, en fait, de savoir qui va revenir, qu'on connaît le cadre, qu'on n'est pas en train de s'inquiéter de savoir si c'est un mec chelou qui va nous agresser. Donc ça, c'est des techniques d'engagement qui viennent effectivement du monde plus des dominats et des escortes. Et en même temps, bah, il y a tout ce truc de communication, de comment est-ce que tu fais en sorte que le mec il s'engage pour toi, que tu arrives à le laisser être là pour toi sans avoir l'impression que tu dois en faire trop, d'avoir des façons de le laisser s'engager pour toi qui lui font avoir envie de le faire. Ça, c'est vraiment un truc qui vient des dominatrices et des michtos qui ont besoin d'aller motiver des gars qui sont censés être là pour leurs beaux yeux, tu vois. Mhm. Ce que je trouve trop chouette, c'est que ça vient de méthodes de meufs qui essayent de monnayer le truc. Et quand tu les appliques à la vie perso, ça donne juste des configurations où tu peux être toi-même, faire les choses. Cette pulsion de don, elle est là tout le temps. On est des humains, hein. Il y a des moments où on a envie d'être là pour l'autre, où on peut avoir cette pulsion de don tout en sachant qu'on se respecte dans cette pulsion de don et que l'autre a cette place d'être dans la pulsion de don et on va court-circuiter un peu cette espèce d'égoïsme chronique qu'on a dans la relation amoureuse classique où le gars va toujours en faire un peu moins, tu vois. Donc, si je veux regarder ce qu'il y a comme technique derrière, globalement, il y a des choses qui sont très similaires parce que c'est les mêmes dynamiques de comment est-ce que je fais que l'autre ait envie d'être là pour moi, soit enthousiaste de le faire pour moi, que je sois à l'aise de recevoir, que je sache mettre mes limites, que je sache négocier, que je sache être dans une relation où je ne me trahis pas pour l'autre. Mais les étapes sont très différentes. C'est super Description. intéressant en tout cas. Et cette approche est super unique.
Enfin, franchement, c'est ce côté aussi de ton approche que tu as par rapport à ton expérience que tu as vécue. Ouais. C'est vraiment quelque chose de Ben, fort. c'est un des points qui a fait que je me suis motivée parce que je me disais quand même, ça veut dire que je parle à visage découvert de mon expérience de prostituée. D'un point de vue social, c'est pas anecdotique. Mm. Et en même temps, je me disais oui, mais parce que j'ai ce pet au casque, ce côté bizarre d'explorer des trucs étranges, bah, ce que j'ai trouvé là, je le trouve pas en ce moment. Donc Mm. j'avais un côté un peu de me dire oui, mon côté un peu marginal fait que je vois les choses d'un angle qui est marginal, qui est un angle qui est atypique, et que du coup, les réponses que j'amène sont des réponses qui n'existent pas aujourd'hui. Après, je suis persuadée que c'est des réponses qui seront beaucoup plus lambda dans quelques générations de féministes, Mm. que c'est des sujets qui sont dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, effectivement, cette position-là, elle est assez atypique. Pour finir, est-ce que tu pourrais revenir sur un terme que tu évoques, et notamment sur le podcast, et puis on dira à la fin où trouver ton podcast, qui est d'ailleurs vraiment génial. C'est vraiment super. C'est comme ça que j'ai découvert ton univers et j'ai beaucoup aimé tout ce que tu proposes. C'est la notion de sexualité de service. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, on a un petit peu évoqué tout ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu mets derrière cette dimension de sexualité de service? Peut-être que du coup, ça va interpeller les gens qui écoutent, et comme ça, après, ils pourront aller écouter ton podcast pour en savoir plus sur Mm. ce sujet. Ben, normalement, théoriquement, la sexualité, c'est un domaine où on est censé être spontané, où on est censé prendre du plaisir, où on est censé jouer. Si on se pose vraiment la question, quand on est en pleine relation sexuelle, si on est vraiment spontané, en train de prendre du plaisir et de jouer, ben, souvent, en tant que personne sexisée, on va se rendre compte qu'on est peut-être plus en train d'essayer de rendre service à l'autre, qu'on est peut-être plus en train d'essayer de lui donner du plaisir, de lui donner des fantasmes, de l'exciter. De lui donner de l'attention, peut-être un boost narcissique aussi. Et du coup, en fait, bah, la définition du travail, c'est tout ce qu'on va faire qui va apporter de la valeur à l'autre, et de se dire bah, comment ça se fait qu'on là, on est en train de taffer, d'apporter de la valeur à l'autre, de prendre ses besoins en compte avant les nôtres, et de se retrouver en mode bah, en train de faire la pute gratuite pour l'autre avec qui on est censé être en couple. On n'est pas dans un échange, je suis pas payée à la fin. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé justement en tant que Mm. travailleuse du sexe, de me dire, tiens, pourquoi c'est pas si différent que ce que je fais à la maison? Pourquoi il y a cette même vibe que je suis en train d'essayer de trouver quel est le meilleur angle pour qu'il ait le plus de plaisir, le plus d'excitation, qu'il se sente le mieux là-dedans, et que bah, le résultat à la fin, souvent, c'est que je jouis pas, ou que je me fais jouir moi, en essayant de trouver moi mes fantasmes, ma façon de me toucher, etc. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a fait me rendre compte que bah, c'était sans doute l'explication d'une sexualité pas très satisfaisante pour les femmes, qui finissent souvent par s'en détourner, s'en désintéresser complètement, en mode genre bah, ça m'intéresse plus, c'est pas intéressant. Mais parce qu'effectivement, ça devient un taf, ça devient un service qu'on rend à l'autre. Bon, ça vient d'un conditionnement qu'on a, que effectivement, on essaye d'obtenir l'approbation, l'amour, l'attention des autres en étant à leur service. C'est vraiment un truc qu'on nous a entraîné à faire dans d'autres domaines que la sexualité, mais qui finissent par se transposer dans la sexualité. Et c'est bien dommage, parce que ça donne une sexualité qui est pas très authentique, Mm. pas très satisfaisante, et qui amène bah, beaucoup de... Simplement en termes physiques, hein, le corps, à un moment, il finit par se rendre compte qu'il lui trouve pas son avantage, et on va se retrouver avec des blocages, avec des blessures, avec des somatisations. Donc, euh, donc ça, effectivement, c'était un peu ma prise de conscience. Qu'il y avait un truc profondément déséquilibré dans la relation qui était beaucoup plus profond que ce que j'imaginais. Est-ce Mm. que ça répond à ta question? Oui, tout à fait, oui. C'est une bonne introduction sur les concepts. Et quand j'ai vraiment, ouais, quand j'ai écouté tes podcasts, ça fait beaucoup réfléchir, je trouve. Et c'est ça aussi que j'adore, moi. Écouter des choses qui font réfléchir. Donc, j'invite vraiment à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur ces sujets-là, et par rapport aussi à même leur propre expérience de vie et leurs relations, à aller écouter ton podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, le podcast s'appelle Cœur de Michto. Et, tu peux le trouver sur la plupart des plateformes de podcast, donc sur Apple Podcast, Deezer, Spotify. Mhm. Je sais qu'il y a d'autres petites plateformes qui piquent les podcasts sans qu'on les ait mis dessus, donc il y a d'autres plateformes sans doute, mais où c'est pas moi qui les ai mis. Et tu peux me trouver sur Instagram aussi, Cœur de Michto tout attaché. Je suis pas très présente sur Insta. Je suis pas très présente sur Insta. De temps en temps, je fais des lives.
C'est plutôt sur Insta que je vais réfléchir au prochain thème, dans les stories. Je suis plus présente en story que dans le fil. Ça marche. Moi, je mettrai aussi dans la description les liens pour que les personnes puissent y accéder plus facilement. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les personnes qui nous écouteraient aujourd'hui et qui traversent une période difficile dans leur vie, peu importe ce qu'ils pourraient traverser, pour les aider du coup à continuer à avancer? Alors forcément, je vais partager un truc qui m'a forcément aidée moi, se rappeler qu'on sera toujours un groupe, effectivement, et que si on a des moments de coups de mou, de coups de dur, c'est légitime qu'on puisse, compter sur d'autres gens, appeler, des gens qui sont proches. Je pense que c'est vraiment ce truc-là de pas s'isoler, en fait, de surmonter, quel que soit le truc qui pourrait nous faire nous isoler pour au contraire se rappeler que, seul, on va pas très loin et qu'en groupe on va plus loin et oser, demander de l'aide. Mmh. Oser, accepter d'être accompagné, oser, accepter, de reposer parfois sur les gens, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Super. Eh bien, merci beaucoup, Ellie, pour ton témoignage et cette conversation. Puis, j'espère que les personnes qui écouteront, ça pourra aussi leur faire réfléchir et qu'ils puissent découvrir aussi ton univers. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Ellie pour son témoignage et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner pour ne louper aucun épisode. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi partager cet épisode, en parler autour de toi, le noter et me dire ce que tu as pensé en m'envoyant un message. Tu peux aussi contacter Ellie et je t'invite grandement à aller écouter son super podcast. Tous les liens sont dans la description. Ah, et j'ai failli oublier. Si tu veux plus de contenu pour t'aider à affronter les difficultés de la vie, inscris-toi à la newsletter que j'ai lancée. Elle est complètement gratuite. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine pimentée. Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.